Le principe de précaution, comme vous le savez, est né dans le champ de l'environnement, et puis il a été étendu par la jurisprudence et puis par, je dirais, la réalité des crises au domaine de la santé publique. Avec les risques professionnels, on a d'une certaine manière une nouvelle frontière de l'application de ce principe de précaution. En même temps, et c'est ça le paradoxe, on peut trouver dans ce domaine des risques professionnels un sous-ensemble qui est celui de la radioprotection, où il semble que le principe de précaution ait eu des antécédents, et des antécédents relativement éloignés dans le temps. Cela nous ramène aux années 50. Et alors c'est ce paradoxe en quelque sorte d'un domaine dans lequel il y a eu des initiatives pionnières imposées par la réalité des risques de ce secteur, puis ensuite une circulation du concept dans des domaines différents, celui de l'environnement au sens plus général, puis de la santé publique, et puis un effet de retour aujourd'hui qui est intéressant de suivre, parce qu'évidemment le concept ne reste pas figé dans ce qu'il était au départ. Alors pour parler de tout cela, nous avons deux intervenants. Michel Herry, qui est chercheur à l'Institut national de sécurité, de recherche et de sécurité, INRS, et puis Jacques Lochard, qui dirige le centre, le CEPN, Centre d'évaluation de la protection du nucléaire, c'est ça? Dans le domaine nucléaire, voilà. Et écoutez, je passe la parole à Michel Herry, qui interviendra le premier. Bonsoir, merci. Donc effectivement, je m'appelle Michel Herry, je suis chargé de mission auprès du directeur scientifique de l'INRS. L'INRS, j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je fais donc à l'INRS? Je suis responsable d'avis d'experts, ce qui est un nom de la maison pour désigner ce qu'on appelle ailleurs les expertises collectives. À ce titre, je suis en ce moment chargé d'un avis d'expert sur la sous-traitance industrielle, c'est-à-dire les conséquences en termes d'hygiène et de sécurité pour les salariés des entreprises extérieures qui interviennent dans des entreprises utilisatrices pour faire des opérations de maintenance, de nettoyage et des choses comme ça. Alors, avant, j'étais vraiment chercheur. Et j'ai conduit un certain nombre d'études sur des sujets extrêmement variés, comme les problèmes du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire, les conséquences, enfin, les problèmes d'hygiène et de sécurité que les salariés qui font ces opérations peuvent rencontrer, l'enlèvement d'amiante friable. J'aurais à plusieurs reprises l'occasion de parler d'amiante parce que c'est quelque chose de très important en matière d'hygiène du travail et très important dans notre vécu de chercheurs en hygiène du travail au cours de ces dernières années. Et je dirais que ça nous a mobilisés et c'est bien que ça nous ait mobilisés. Peut-être c'est dommage que ça ne nous ait pas mobilisés avant, mais ça, on aura peut-être aussi l'occasion d'en discuter. Je me suis occupé aussi de piscines. Ça paraît tout à fait curieux, mais dans les piscines, il y a des maîtres nageurs, ils peuvent avoir des problèmes d'irritation. Je me suis également occupé des problèmes d'hygiène et de sécurité rencontrés par les salariés qui réhabilitent les sites industriels pollués. Alors, pourquoi j'insiste un petit peu longuement sur ce que j'ai fait au cours des 7-8 dernières années? C'est simplement que si on y réfléchit bien, à chaque fois, je me suis intéressé au problème sous l'angle hygiène du travail, bien sûr, mais on voit très bien aussi qu'il y a un volet santé publique qui est tout à fait important. Pourquoi est-ce qu'on nettoie et qu'on désinfecte dans l'industrie agroalimentaire? Eh bien, c'est pour que les aliments soient de bonne qualité. Et là, donc, il y a un aspect santé publique évident. Pourquoi est-ce qu'on réhabilite des sites pollués? Pourquoi moi, je m'intéresse à la santé des gens qui font ça? Eh bien, c'est pour que l'environnement soit plus propre et que, encore une fois, la santé publique ne souffre pas des erreurs, on peut appeler ça des erreurs, de l'industrie au cours des dernières années. Et puis les piscines, eh bien, il y a à la fois des gens qui travaillent et puis il y a des usagers des piscines. Peut-être j'étais effectivement la personne qui pouvait venir parler de principe de précaution parce que c'est quelque chose, la santé publique, qui a toujours été très proche de mes préoccupations. Alors, cela dit, il convient quand même d'être modeste. À l'INRS, quand on s'intéresse à quelque chose, on y met les moyens. Et donc, il y a ce que je vais vous présenter ce soir est une réflexion issue des travaux d'un groupe constitué à l'INRS, pas entièrement INRS, puisque vous voyez qu'Olivier Godard était parmi nous, Aude Rouillère,
aussi, qui est une collègue juriste bordelaise. Donc là-dedans, il y a des ingénieurs. J'aurais l'occasion de dire beaucoup de mal des ingénieurs, étant ingénieur moi-même. Il y a médecins, il y a ergonomes, il y a économistes, il y a juristes. Enfin bon, il y a un peu tous les gens qui, à l'INRS, peuvent s'intéresser au principe de précaution. L'INRS n'est pas non plus nouveau sur le principe de précaution, puisqu'en 2001, dans le cadre de rencontres annuelles qu'on organise tous les ans, la première de ces rencontres annuelles était justement consacrée au principe de précaution et santé au travail. Ça s'appelait un petit peu comme ça, je crois. Ça a été un des premiers contacts avec Olivier Godard. Alors, à la fois, ce que je vais présenter est le fruit de la réflexion des travaux de ce groupe, mais ça ne prétend pas non plus refléter parfaitement tout ce qu'on a décidé, d'abord tout ce qu'on a discuté. On a beaucoup travaillé, et puis aussi, je veux dire, j'ai aussi le droit d'avoir un point de vue un petit peu différent de celui de mes collègues, de la même façon que mes collègues ont le droit d'avoir un point de vue un peu différent du mien. Rapidement, le plan que je vais suivre, en 3 parties, c'est pas thèse, antithèse, synthèse, pas du tout. C'est le premier point, c'est la précaution au pays de la prévention. Alors, je vais en parler, et ça va peut-être paraître aride à certains d'entre vous, mais je pense que la plupart d'entre vous n'êtes pas familiers justement de ces notions-là. Et vous allez voir que parler de précaution en matière de santé au travail, c'est parler de précaution dans un contexte tout à fait différent de celui auquel on est habitué quand on parle de précaution. Le deuxième point, ça va être un point théorique, mais alors avec moi la théorie c'est souvent réduit à la portion congrue, ça sera encore le cas ce soir. J'ai appelé ça ce que pourrait être la précaution dans un cadre de santé au travail, parce que je ne veux pas théoriser, et puis on a encore beaucoup de réflexions à mener, et puis peut-être qu'on théorisera quand on aura beaucoup de pratique. Ça me paraîtra peut-être plus raisonnable. Et le troisième point, alors là c'est quelque chose de tout à fait précis. J'ai appelé ça les leçons de l'amiante, précaution et fibres céramiques réfractaires. Alors ne vous affolez pas, fibres céramiques réfractaires, ça s'explique très bien. Enfin, j'ai essayé de vous l'expliquer correctement à la fin de l'exposé. Donc j'en viens à la première partie, santé au travail, un cadre original. Alors en quoi est-ce que ce cadre est original? Alors d'abord, plantons le décor. Qui s'occupe de santé au travail en France du point de vue institutionnel? Alors il y a à la fois les pouvoirs publics, l'État, avec des corps connus, mais pas seulement pour leur action dans le milieu de la santé au travail, l'inspection du travail. L'inspection du travail, ce sont, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais on va dire 1500 à 1500 agents de contrôle, ingénieurs ou inspecteurs ou contrôleurs, qui ont un rôle d'hygiène et sécurité. Mais compte tenu du fait qu'ils ont en règle générale une formation en sciences humaines et qu'ils ont énormément de choses à faire, je veux dire le simple respect du code du travail, et le code du travail ça n'est pas que l'hygiène et la sécurité, on peut estimer que bien qu'il soit 1500, et ça n'est absolument pas péjoratif de ma part, j'ai beaucoup de respect pour leur travail, mais on peut considérer que le travail qu'ils font en matière d'hygiène et de sécurité au poste de travail, c'est pas leur préoccupation majeure et c'est légitime. Enfin, ils souhaiteraient certainement en faire plus, mais ils n'ont pas vraiment les moyens. L'inspection médicale du travail, c'est, on va dire, 30 à 40 médecins inspecteurs en région. Donc des médecins qui ont pour fonction de coordonner la médecine du travail, pour parler simplement. Et qui donne en particulier l'agrément au service de santé au travail. Et puis l'INVS, l'INVS, vous savez probablement ce que c'est, l'Institut de veille sanitaire, qui a un département santé au travail, qui doit avoir à peu près, enfin le département d'Hélène Abernon, 8 à 10 personnes, grosso modo, guère plus. Probablement grossira-t-il dans les années qui viennent, mais c'est tout. Donc on voit là ce que l'État, ce que les pouvoirs publics mettent dans la balance santé au travail. Le deuxième, je parle du système dual, la deuxième partie, c'est ce que j'appelle les partenaires sociaux, la sécurité sociale. Alors la sécurité sociale, vous savez évidemment tous ce que c'est.
ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a une branche de la sécurité sociale qui est la branche accidents du travail et maladies professionnelles, enfin prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et là, c'est une logique assurantielle. C'est-à-dire que c'est pas l'État, contrairement à ce qu'on pense, hein, la Sécu, c'est pas l'État, même si l'État a une tutelle importante dessus. C'est en règle générale des conseils d'administration co-gérés d'une part par le patronat, le MEDEF en l'occurrence, et puis les organisations syndicales, CGT, CFDT, CGTFO, CFTC, CGC, de façon paritaire. Et alors là, quand on regarde l'état des forces, quand on compare, la CNAM, Tourmaine Montparnasse, c'est peut-être 10-15 personnes, c'est pas beaucoup. Dans les 16 CRAM, prévention des risques professionnels, il y a entre 25 et 100 personnes, ce qui nous fait quand même un total d'on va dire 6 à 700 agents dont le métier est de faire de la prévention des AT, accidents du travail, et des maladies professionnelles. C'est-à-dire que face aux 1500 inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail, pour qui ça représente peut-être 5 ou 10% de leur activité, on se rend bien compte que l'essentiel des forces, il est du côté de la Sécu. Il est d'autant plus du côté de la Sécu qu'il y a l'INRS en plus, l'INRS auquel j'appartiens, et là ce sont encore pratiquement 700 personnes, entre Paris et Nancy, chercheurs, formateurs, des gens qui font aussi de l'information, ou de l'assistance. Enfin bon, on voit bien qu'alors, dans le domaine de la santé publique, vous connaissez évidemment tout l'appareil des DRAS, des DAS, qui est quelque chose d'extrêmement important, où le poids de l'État est très fort, et c'est très bien comme ça. Dans le domaine de la prévention des risques au travail, on est dans un cadre tout à fait différent. C'est-à-dire que l'État est évidemment présent, hein. Il y a un ministère chargé du travail, bien sûr, il y a un ministre, il y a les inspecteurs du travail qui font très bien leur boulot, mais il y a aussi, face à ça, un appareil, pas encore assez gros, mais en tout cas beaucoup plus gros, qui s'occupe de prévention des AT-MP et qui n'est pas, au sens strict, un appareil d'État. Donc, je pense que dans la réflexion qu'on peut avoir sur le principe de précaution, c'est quelque chose qui est intégré parce que c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, la Sécu, c'est co-gérer MEDEF, organisation syndicale. Même si, évidemment, l'État est présent au conseil d'administration. Représenté au conseil d'administration. Évidemment, les deux corps ont un même objectif de prévention, mais des modalités d'intervention différentes. Très clairement, l'intervention de l'inspection du travail va être beaucoup plus d'ordre légal, faire respecter un certain nombre de lois dans le domaine du travail, de lois dans la sécurité du travail, dans l'entreprise. Alors dans l'entreprise, et là les interlocuteurs, c'est les chefs d'entreprise, les instances représentatives du personnel, CHSCT ou les DP quand il n'y a pas de CHSCT, les travailleurs eux-mêmes, et puis les services de santé au travail, la médecine du travail pour faire simple. Et puis la Sécu avec les CRAM, avec l'INRS. L'État et les partenaires sociaux se parlent évidemment, ils se réunissent au sein du Conseil Sup, ce qu'on appelle nous le Conseil Sup, Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Alors, vous l'avez senti venir au cours des diapos précédentes, très clairement, et alors là, quel que soit le gouvernement, je dirais que ce soit un gouvernement de gauche, que ce soit un gouvernement de droite, une très large initiative est laissée aux partenaires sociaux. C'est-à-dire que, je vais le dire de façon peut-être un peu caricaturale, dans la mesure où les partenaires sociaux arrivent à un accord, l'État ne souhaite pas toujours intervenir sur certains sujets. Et j'aurais même tendance à dire, ou y compris quelquefois où les partenaires sociaux n'arrivent pas à un accord, quelquefois l'État n'intervient pas vraiment non plus. C'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Enfin, je pense que pour celles et ceux qui ont suivi les exposés précédents, c'est un langage quant à la présence de l'État qu'ils ont peut-être pas forcément entendu jusqu'à présent. L'État admet tout à fait, par exemple, qu'il y ait des accords de branche qui viennent en complément de la législation. Il y a une législation basique, il y a le Code du travail, évidemment, il est précieux, mais il peut y avoir des accords de branche. Dans la mesure du possible, il est souhaité qu'ils ne soient pas dérogatoires. Je me demande si, dans les mois ou les années qui viennent, si ça continue comme ça continue, il ne pourrait pas être dérogatoire, justement. Enfin, là, on n'en est pas encore là.
Un autre point sur lequel il me paraît intéressant d'insister, c'est le statut particulier des valeurs limites d'exposition, parce que je crois qu'il est assez illustratif de la façon dont ça se passe. Sauf exception, et elles sont rares, c'est le plomb, l'amiante, le benzène, il y en a 7, je ne sais plus quels sont les autres, je pourrais les retrouver. Ces valeurs limites d'exposition, c'est-à-dire la concentration maximale à laquelle on est censé exposer un travailleur ou une travailleuse, eh ben, ce n'est pas réglementaire. C'est-à-dire que l'inspecteur du travail peut, effectivement, si on les dépasse trop franchement, il a des outils à sa disposition, mais ce n'est pas a priori réglementaire, sauf exception. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Par rapport à la santé environnementale, je pense que c'est encore une fois un langage auquel on n'est pas habitué. Et puis, quand on revient au texte, et quand on réfléchit un peu, dans les textes régissant le principe de précaution, on parle sans arrêt du décideur politique. Alors très clairement, personne, et pas moi en tout cas, ne songe à remettre en cause le droit et le pouvoir de l'État de prendre le titre de décideur politique, y compris pour le principe de précaution en santé au travail, mais on doit quand même voir aussi que c'est quelque chose, c'est encore une fois un contexte particulier. Alors, quand on parle de la liberté et droits des personnes, des secteurs d'activité, des organisations d'une part, et l'équilibre avec la nécessité de réduire ou éliminer le risque d'effets nuisibles sur la santé et l'environnement d'autre part, a priori ça s'adresse à l'État. Dans le contexte actuel, on va voir que ça s'adresse à l'État, mais ça peut s'adresser à d'autres, ça peut s'adresser aux partenaires sociaux. Et ça peut aussi délégitimer, quelque part, l'intervention de l'État, la rendre moins évidente. Continuons dans les particularités. Là, on va revenir on était au niveau macro, là, on va venir au niveau micro. Là, je voudrais attirer votre attention sur le fait, mais la plupart d'entre vous travaillent ou ont travaillé, que l'entreprise, ce n'est pas une société démocratique. Vous n'avez pas, en tant que salarié, le même rapport à votre patron que vous avez en tant que citoyen ou citoyenne à l'État. Ce n'est pas le même rapport. En tant que citoyen, citoyenne, vous pouvez, sans aucun problème, interpeller l'État sur ses responsabilités dans la crise liée à la canicule de l'été dernier, dans la crise liée à l'amiante, dans la crise liée à la légionellose dans le nord de la France actuelle. Et je dirais, d'abord, c'est votre devoir de citoyen, non seulement c'est votre devoir, c'est votre droit, et à la limite, plus vous allez taper haut, moins vous avez de risques d'une réaction. Je dirais, si vous interpellez Chirac, très clairement, aujourd'hui, le président de la République, au moins depuis Mitterrand, il ne traîne plus personne en justice. Donc vous pouvez dire à l'État français n'a pas fait son boulot dans le domaine de l'amiante, l'État français n'a pas fait son boulot dans le domaine de la canicule. En tant que citoyen, citoyenne, vous courez quasiment aucun risque. C'est pas sûr qu'on va vous écouter non plus, hein, mais vous pouvez au moins le dire. Si vous êtes salarié et que vous entreprenez votre patron ou votre patronne en lui disant mais les conditions de travail que vous me faites sont absolument inadmissibles, vous avez quelque part intérêt d'avoir une protection syndicale, être DP, délégué du personnel, élu, parce que le patron il risque de le supporter assez mal. Donc si vous voulez, le principe de précaution va s'inscrire dans un cadre disciplinaire différent. On parlera tout à l'heure du donneur d'alerte. Le donneur d'alerte dans l'entreprise, il est moins protégé que le donneur d'alerte dans la société civile. Et puis il y a aussi un rapport économique. Alors, je m'explique. Par exemple, je vais prendre 2 exemples. Métal Europe, dans le nord, à Noyelles-Godault, là, ou Salsigne, dans le sud, à Carcassonne. Voilà des usines qui ont fonctionné pendant des années dans des conditions absolument épouvantables pour les travailleurs. Mais quelque part, il n'y avait pas de réaction des travailleurs. Parce que le travailleur, il avait peur de perdre son boulot. Mais quelque part aussi, le travailleur, il fait partie d'un collectif.
Bon, j'ai un peu travaillé sur Salsigne, hélas, pendant des années, et aussi au moment de la fermeture. Et au sein ils avaient un vrai collectif, les travailleurs de Salsigne, quoi. Et à la fin, quand certains ont dit c'est plus possible, il y a 3 fois plus de cancer du poumon chez nous que dans la population normale, 6 fois plus de cancer du rectum. Faut arrêter, quoi, faut reconvertir. Quelque part, c'était économiquement très dur parce que c'était 450 salariés près de Carcassonne. Vous imaginez ce que ça représente, 400 salariés près de Carcassonne? C'est économiquement très dur à tenir. Alors aussi, là, pour l'alerte, c'est quelque chose qui est pas très facile à supporter. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont aussi. Les problèmes de santé au travail, en règle générale, ça n'intéresse personne. Ça intéresse les travailleurs, mais ça n'intéresse pas la société civile. L'amiante, tant qu'il y avait les gens de Ferrodo ou d'autres entreprises où on mettait en œuvre l'amiante qui mouraient, ça ne posait pas de problème. Ça a commencé à être un problème quand on s'est rendu compte qu'à la Défense, il y avait des cadres qui allaient en respirer, ou que nos chères têtes blondes dans les écoles maternelles pouvaient être exposées. Donc la société civile, la santé au travail, elle a un peu tendance à occulter. Un autre exemple, savez-vous combien il y a de morts par accident du travail en France par an? Il y en a à peu près 1000. C'est-à-dire, et puis pour la sécurité routière, enfin sur la route, on est à combien? 6-7 000, quelque chose comme ça. J'aimerais bien Sarkozy ou pas d'ailleurs, mais qu'on consacre un 6e ou un 7e du temps à la radio ou à la télé, du temps qu'on consacre à la sécurité routière, aux accidents du travail. C'est pas tout à fait le cas. Enfin, il me semble. Ou alors, j'écoute pas les bonnes télés. Donc, on est encore une fois dans un cadre particulier. Et alors, où ça devient complètement insensé, c'est que, là, je vais lire, parce que c'est le Code du travail, sous réserve des dispositions prévues aux articles, alors là, je vous fais grâce des articles, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles mentionnées par le présent livre, Code du travail, ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. C'est-à-dire que si vous êtes victime d'un accident au travail, sauf si le patron, grosso modo, vous a balancé une enclume à la tête, vous ne pouvez pas le traîner devant les tribunaux, sauf pour faire reconnaître une... Donc, encore une fois, principe de précaution, pourquoi pas, on est là pour en parler, mais dans un cadre exorbitant du droit habituel. Alors, en échange, c'est vrai, il y a la présomption d'imputabilité, pourvu que la victime réponde aux exigences du tableau de maladies professionnelles. Résultat, on reconnaît un peu moins de 1000 maladies professionnelles par an en France, quand les chiffres de l'INVS disent qu'il y en aurait à peu près 20 000. Donc là, il y a quelque part un vrai problème. Je suis un petit peu long, encore une fois, mais je veux vraiment poser le contexte. La prévention des risques professionnels, c'est une culture d'ingénieur. Alors, ça aussi, c'est important, parce qu'une culture d'ingénieur, ça amène à une logique d'amélioration continue des produits et des procédés. Bon, les ingénieurs peuvent aussi sont aussi capables de rupture, de dire on arrête ça, on arrête de faire ça, mais quand même la logique, et je dirais la mise en place après la Deuxième Guerre mondiale du système de prévention des risques, c'était on va faire mieux. Bon, d'accord, là, ils sont à 5 mg par mètre cube, mais je suis sûr que si je remets une ventilation au bon endroit, je vais passer à 2 mg par mètre cube. Puis quand je serai à 2 mg par mètre cube, j'essaierai de passer à 1 mg par mètre cube. Mais peut-être qu'on tue à partir de 0,5. Mais la logique de l'ingénieur, et je suis ingénieur, c'est peut-être toujours d'essayer d'améliorer. Pour autant, ça change. Je dirais ça change parce que la société change, parce que malgré l'insécurité sociale dont on parle aujourd'hui, c'est vrai que le citoyen, dans la société, il aspire à mieux vivre. Et ça percole au monde du travail. C'est-à-dire que, y compris, je dirais, depuis quelques années, il y a une lame de fond qui fait qu'on n'a plus envie d'accepter ce qu'on acceptait jusqu'à présent. Tout ça, c'est aussi cohérent avec une désacralisation du monde de l'entreprise. Je veux dire, il y a quand même de temps en temps des salariés Kleenex. Les emplois à vie, ça n'existe plus. L'emploi se transforme. Il y a de plus en plus de CDD, il y a de plus en plus d'intérim. Il y a de plus en plus de sous-traitance. Donc, c'est vrai que les gens se détachent un peu du monde de l'entreprise. Donc,
quelque part, il y a peut-être justement là une amorce, une piste pour le principe de précaution. Et puis, c'est vrai qu'on n'accepte plus ce qu'on acceptait chez Metal Europe, ce qu'on acceptait chez Salsing, c'est-à-dire que ma santé, la santé du travailleur, soit subordonnée à l'économique. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de mourir pour que l'usine soit en bonne santé. Et puis, il y a une perte de confiance. L'affaire de l'amiante, c'est encore une fois quelque chose d'important. On ne peut plus faire d'hygiène du travail de la même façon maintenant, parce que les mentalités ont changé. Et puis, le système, il est confronté à de nouvelles priorités. Le monde du travail change. Il y a de nouvelles technologies, les nouvelles formes d'emploi que j'évoquais à l'instant. Il y a de nouvelles pathologies aussi. Aujourd'hui, 70% des maladies professionnelles, c'est des troubles musculo-squelettiques. J'ai mal au poignet, j'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule, et c'est très douloureux, c'est très invalidant. Le stress, on n'en parlait pas, mais maintenant on commence à en parler. C'est vrai que la prévention technique a fait d'énormes progrès, enfin, il faut le dire, hein. Mais aujourd'hui, de nouvelles pathologies apparaissent. Et l'institution Sécu, le monde de la prévention, j'ai bien dit prévention, pour mieux parler de précaution après, va devoir les résoudre. Et puis le système est confronté encore à de nouvelles priorités. Et là, je lis encore une fois, mais il y a un jugement de la Cour de cassation qui est extrêmement important. C'est en vertu du contrat de travail, le lien à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Oui, c'est bien de sécurité de résultat et pas de résultat de sécurité. Hein. De sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de la 1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Bref, on est mûr pour le principe de précaution, puisqu'on aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ça, je dirais, c'est dans l'air du temps. La CNAM a par exemple sorti, il y a quelques années, ce qu'on appelle la maîtrise des risques professionnels, dans lesquels on dit qu'il y a des valeurs essentielles. Et les valeurs essentielles, la première d'entre elles, c'est la personne. C'est-à-dire qu'on aspire maintenant à considérer le salarié comme une personne et plus comme un élément de l'entreprise. Pour nous, je dirais, c'est une coupure extrêmement importante. Alors on avait le respect des personnes avant, bien évidemment, mais là, la première valeur essentielle, c'est on doit placer la personne au centre de tout. La transparence, c'est-à-dire la personne, elle a le droit de savoir. Le dialogue social, pour qu'elle sache, il faut lui parler. Et puis les bonnes pratiques de prévention, je passe vite là-dessus, mais en particulier, identifier et évaluer les risques, c'est extrêmement important pour nous. Alors, j'y viens vers le principe de précaution en santé au travail. Quelle méthodologie? Est-ce qu'on va conserver la méthodologie de la prévention? Et simplement, on va dire ce qu'on faisait pour le risque potentiel, pour le risque avéré, on va le faire maintenant pour le risque potentiel. Non, bien sûr, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est inimaginable dans un contexte concurrentiel. À supposer, par exemple, que le perlimpinpinate de sodium, molécule que vous ne connaissez pas, mais moi non plus, soit extrêmement dangereux, ou n'est pas extrêmement dangereux, mais on ne sait pas, on va mettre les mêmes dispositifs de protection que pour l'arsenic. Bon, on peut le faire. Grosso modo, on va produire à 5 ou 10 fois le prix. Donc très logiquement, le principe de précaution doit explorer une voie différente. C'est aussi irréaliste compte tenu des mentalités. Je prends juste un exemple. J'ai dit tout à l'heure que j'avais travaillé sur les réhabilitations de sites pollués. Là, c'est typiquement, souvent, les sites orphelins, c'est des sites où on a balancé toutes les cochonneries possibles et imaginables dans les années 50, 60, 70. Aujourd'hui, ça fuit vers la nappe phréatique. On se dit, là, il faut faire quelque chose. On va nettoyer tout ça. Simplement, on ne sait pas ce qui a été balancé dans les années 50, 60, 70. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on balance des salariés là-dessus, c'est en plein air, il faut bien les protéger. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut les mettre sous cloche, c'est-à-dire leur mettre un masque sur le nez. Bon, aujourd'hui, alors peut-être aux États-Unis ça marche, mais aujourd'hui en France, si vous mettez un salarié avec un masque sur le nez pendant 8 heures, très clairement, il ne va pas le porter 8 heures, parce qu'on ne peut pas porter un masque respiratoire, sauf si la ventilation assistée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, pendant 8 heures. Donc aujourd'hui, le principe de précaution, si on l'applique, ça va peut-être ne pas consister à mettre le travailleur pendant 8 heures sous masque, mais à
trouver les quelques phases de travail de 2 ou 3 heures où il risque de respirer le plus de polluants pour lui imposer vraiment à ce moment-là de porter le masque, sachant que 2 ou 3 heures, c'est raisonnable de le lui demander. Et puis, ça met une pression intenable sur le lanceur d'alerte. Je parlais tout à l'heure des difficultés du travailleur dans son entreprise. S'il n'a pas envie de se faire virer, disons les choses très clairement, il faut qu'il argumente un minimum son argumentation. Voilà. Bon. Et ça, c'est difficile. Donc très clairement, le principe de précaution doit prendre des voies différentes en matière d'hygiène du travail que le principe de précaution. Et puis là, j'affirme, je suis ingénieur, et puis quelque part, ça serait un frein à l'innovation. Je pense que la première machine à vapeur, elle a bien dû exploser. N'empêche qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas la machine à vapeur, on ne serait déjà pas là, et on aurait un peu moins d'électricité. Je pense aussi que le chlore, c'est peut-être très dangereux, mais il a quand même sauvé des dizaines, des centaines ou des centaines de millions de gens, parce que maintenant, on boit une eau qui est correcte. Voilà. Alors que le chlore pose des problèmes, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que ça va être? Alors ça, c'est une formule d'Olivier Godard, c'est explorer les possibles en fonction des hypothèses. Je ne sais pas si c'est lui, mais enfin, en tout cas, c'est à lui que je l'ai volé. À quoi ça nous conduit? Ça nous conduit à une activité de veille, c'est extrêmement important. Alors, comment est-ce qu'on va travailler après en matière de principe de précaution? On va travailler par analogie. On va travailler à partir des propriétés physico-chimiques et ou toxicologiques pour estimer la dangerosité d'un produit X, sachant que ce produit, il est voisin du produit Y et qu'à partir de là, on va extrapoler, on va dire, oui, probablement, on a des raisons de faire attention. Même si, et ça vous le verrez mieux dans l'exemple que je donnerai tout à l'heure, on n'a pas de preuves formelles. Ça, c'est une façon d'appliquer le principe de précaution en hygiène du travail. Mais ça peut aussi nécessiter une graduation en fonction du type d'usage ou du type d'emploi concerné. Là aussi, je prends un exemple. Si je fabrique du TDI, je peux tuer quelqu'un. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, la fabrication du TDI n'a jamais tué personne. Parce que c'est tellement dangereux, on utilise du chlore, du phosgène, que les dispositifs de protection sont bien conçus. L'étape suivante, où on va utiliser le TDI pour le mettre dans une formulation, c'est-à-dire une peinture ou une matière plastique, ça m'inquiète un peu plus. Parce que c'est pas le même niveau technologique. Mais en règle générale, ça se passe bien. Mais où ça m'inquiète beaucoup, c'est quand on va utiliser cette peinture. Parce que le TDI, c'est un produit qui peut donner de l'asthme. Et le risque, c'est à ce niveau-là qu'il va se retrouver. Il va se retrouver au niveau de la dissémination dans le milieu ambiant, auprès de la population travailleuse. Donc, encore une fois, il y aura une graduation en fonction des usages ou du type d'emploi concerné. Et puis, il va falloir réévaluer fréquemment, parce que très clairement, je suis chercheur, on me paye pour chercher, et on paye d'autres chercheurs pour chercher. Et leur boulot, c'est de continuer à chercher puis de réévaluer les données de façon permanente. Et puis, on arrive à un problème, c'est que le chercheur, il peut chercher, il peut évaluer. Est-ce que c'est à lui de gérer? Je laisserai la question ouverte, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après. J'en suis pas persuadé. Mais est-ce que cette différence entre... cette non-séparation actuelle, parce qu'il faut dire les choses très clairement, aujourd'hui, les gens qui font l'évaluation, ils font un peu la gestion. Est-ce que c'est dommageable? Est-ce que c'est un obstacle majeur à l'application du principe de précaution? J'aurais tendance à penser que oui. Compte tenu du contexte actuel, on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas fournir les informations et prendre les décisions. Et je ne suis pas sûr qu'en matière de santé au travail, la séparation soit suffisamment faite. À cause justement du contexte que j'ai exposé un petit peu longuement au début. Alors, on va passer maintenant aux travaux pratiques. Alors, le début, je vous dis tout de suite, ça va être aride, mais bon, on est à la Cité des Sciences, faut faire avec. Et voilà, on va parler des fibres céramiques réfractaires. Alors les fibres céramiques réfractaires, accrochez-vous, ce sont des fibres de silicate d'aluminium. Elles sont utilisables jusqu'à 1260 degrés, voire 1450 degrés pour certaines formulations précises. Leur diamètre moyen est entre 1 et 3 microns. C'est dire que si vous les respirez,
elles n'ont strictement aucun problème pour descendre dans le poumon, et même profondément, et comme elles sont pointues, s'y ficher dans le poumon. Elles ont une assez forte biopersistance. Alors la biopersistance, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait justement, quand elles sont dans le poumon, d'y rester. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être dissoutes commodément. Donc une fois que vous les avez respirées, elles sont dedans et puis elles sont là pour un moment. Et ce sont des substituts de l'amiante pour les applications au-dessus de 1000 degrés. C'est-à-dire qu'en dessous de 1000 degrés, il y a ce qu'on appelle les FMA, fibres de verre, fibres de laitier, etc., mais qui remplacent parfaitement l'amiante. Mais il y a la tranche entre 1000 et 1450 degrés pour laquelle il faut utiliser justement ces produits-là. Alors pourquoi je me focalise là-dessus ? C'est parce que, outre le fait que c'est très bien techniquement, ça pose quand même un petit peu de problème pour la santé. C'est-à-dire que ça cause des dermites irritatives, ça démange si vous mettez les mains dedans, des plaques pleurales et des altérations de la fonction respiratoire chez l'homme. C'est-à-dire que quand ça... Alors là, je la fais au lance-pierre, hein, mais quand ça s'est fiché dans le poumon, le poumon il perd en élasticité, vous avez plus de mal à respirer, réfléchir aussi peut-être, mais surtout respirer. Et il y a un potentiel fibrosant chez l'animal, c'est-à-dire que la silicose, par exemple, c'est une fibrose, donc vous voyez que ça peut être quelque chose de tout à fait important. Mais ce potentiel fibrosant n'a été montré que chez l'animal. De la même façon, chez l'animal, ça a un pouvoir cancérogène prouvé. Cancer pulmonaire et mésothéliome, alors vous n'êtes probablement pas spécialiste de l'affaire, mais cancer pulmonaire et mésothéliome, enfin surtout mésothéliome, ça fait quand même beaucoup penser à amiante, puisque 90% des mésothéliums, c'est un cancer de la plèvre, hein, 90% des mésothéliums sont dus à l'amiante. Alors au bilan des pathologies analogues à celles de l'amiante, même si aucune épidémiologique n'est venue pour l'instant le confirmer chez l'homme. Espérons aussi qu'aucune ne viendra le confirmer, mais j'en parlais un petit peu plus tard. Alors maintenant, on va voir comment on a fait de la précaution sans le savoir. Comment cette précaution, elle a été d'une façon contingentée par le marché, par les différents partenaires, etc., qui ont fait de la précaution et qui ne l'ont pas su. Ces fibres céramiques réfractaires, elles sont fabriquées depuis les années 50, et on va dire que des années, en tout cas en France, hein, c'est un peu différent à l'étranger, à partir des années 50, elles sont très peu utilisées pour une raison très simple, c'est qu'elles coûtent 3 à 4 fois plus cher que l'amiante. Pourquoi utiliser quelque chose qui coûte 3 à 4 fois plus cher quand on a l'amiante ? Simplement, des gens, en particulier dans l'électroménager, s'en servent parce qu'ils trouvent que l'amiante n'a pas une trop bonne image, on va dire dans les années 60, 70, 80, Moulinex en met un petit peu partout, pour plus mettre d'amiante. Parce que l'amiante, bon, en France, sur les années 70, c'est pas très bien toléré, années 80 et début des années 90, ça revient bien, mais bon. Donc là, le marché fait que c'est cher, mais on en met quand même un petit peu dans les années 70, 80 et début des années 90. Cette logique de précaution, je pense qu'elle était initiée avant la crise de l'amiante, l'affaire de l'amiante, mais de façon pas vraiment volontaire. Mais alors je peux vous dire qu'elle a été très nettement accélérée après. Comme quoi, y compris en hygiène du travail, on peut apprendre très vite. Alors, quelles sont ces logiques de précaution ? Depuis à peu près les années 90, les FCR sont assimilées à des substances cancérogènes, donc elles ont un étiquetage. Donc grosso modo, une tête de mort. Enfin bon, ça fait qu'on a un peu envie de s'en méfier. Donc quelque part, c'est une première application du principe de précaution. On ne sait pas si c'est vraiment aussi toxique que l'amiante, mais on l'étiquette de façon à ce que les gens qui l'utilisent fassent attention. Et puis, il y a le rapport du G2SAT, donc là, le CSPRP, c'est le Conseil Sup Prévention des risques professionnels, l'endroit où l'État et les partenaires sociaux se rencontrent, enfin ils se rencontrent ailleurs, mais en particulier là, fait un rapport, on va dire, dans les fin des années 90, et dit, faites attention là, hein. Il y a des expertises de l'INSERM, du CIRC, Centre international de recherche sur le cancer. La logique de précaution, elle est en marche. Alors l'institution prévention, c'est la Sécu, hein, c'est prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Là, il y a très nettement, à partir de 97-98, là, une accélération très forte. C'est-à-dire, on dit, faut substituer par d'autres produits.
faut utiliser uniquement quand il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire quand on est au-dessus de 1200 degrés. Parce que les industriels, quand même, quand ils ont vu qu'on étiquetait ça cancérogène, ils ont vite développé des produits qu'on peut utiliser entre 1000 et 1200 degrés, qui ne sont pas des FCR, mais qui rendent le même usage, qui rendent le même service, et qui ne sont pas biopersistantes. Et puis, l'institution toujours dit, bah oui, la protection individuelle, il faut l'utiliser, il faut des masques efficaces. Et puis, on continue à acquérir des connaissances. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une logique de précaution. Voilà, donc, l'industrie aussi s'y colle, puisqu'elle développe des produits moins biopersistants pour des utilisations entre 1000 et 1200 degrés. L'industrie fait quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'elle a un rôle de conseil. Quand on veut lui acheter des fibres céramiques réfractaires, parce qu'elle tient à les vendre longtemps, eh bien elle dit, bah, écoutez, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce que si vous êtes en dessous de 1000, vous n'en avez pas besoin. Entre 1000 et 1200, je peux vous vendre ça. Bon, si vous êtes entre 1200 et 1450, d'accord, je vais continuer à vous en vendre, mais faites attention à les utilisant. Après, il y a un décret, bon, peu importe. Et des études épidémiologiques sont lancées chez l'homme, dont j'espère qu'elles n'aboutiront jamais. C'est curieux d'entendre un chercheur dire ça, surtout quand il a aussi un passé d'épidémiologiste. Mais j'espère qu'elles n'aboutiront jamais, parce que j'espère qu'on va trouver des substituts. Parce que, en vertu du principe de précaution, si le principe de précaution va jusqu'au bout, on n'aura pas à tester l'hypothèse de la cancérogénicité chez l'homme de la fibre céramique réfractaire, et l'économie ne s'en portera pas plus mal pour ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup plus de faillites, il y en a beaucoup, hélas, mais au cours de ces dernières années. Et pourtant, alors c'est là. Voilà. Donc cette logique de prévention, elle est en œuvre, mais pourtant, la valeur limite de l'amiante est à 0,1 fibre par centimètre cube, et celle des FCR, dont on considère que par analogie, ça pourrait bien être la même, elle reste à 0,6 fibres par centimètre cube. Et quand une sénatrice ou une sénateur interroge le ministre du Travail l'année dernière, au mois de mars, en disant comment ça se fait, le ministre dit oui, on va faire quelque chose. Bon, on est aujourd'hui en février, rien n'est toujours fait. Il y a des dispositions législatives qui sont prises pour l'amiante et qui ne sont pas prises pour les fibres céramiques réfractaires. On se demande pourquoi. Encore une fois, si en vertu du principe de précaution, on considère que le risque potentiel des fibres céramiques réfractaires est du même ordre que celui de l'amiante, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même législation? Donc vous voyez, on applique un principe de précaution, mais on ne va pas jusqu'au bout. Alors là, juste pour finir de façon... Voilà, là, ça va être un peu hard, là, les dernières. Appliquer le principe de précaution, ça n'empêche pas de faire de la prévention. Et puis vous pouvez voir qu'il y a besoin d'en faire. Hein. Si vous manipulez en vrac des FCR, vous avez des concentrations moyennes de 0,3 fibres par centimètre cube, et 14,5% de ces valeurs sont au-dessus de 0,6 fibres par centimètre cube. Sachant que la logique voudrait que ça soit à 0,1 fibre par centimètre cube le coup près. Si vous, on ne va pas tout prendre, mais si vous découpez les fibres céramiques réfractaires, vous êtes à 1,5 fibres par centimètre cube. Et là, dans 80% des cas, pratiquement, vous êtes au-dessus de la valeur limite de 0,6 fibres par centimètre cube. Tout ça veut dire aussi qu'une logique de précaution à l'œuvre ne fait pas que la prévention aujourd'hui, elle est efficace, rapide et aussi satisfaisante qu'on voudrait. Alors ça, ce sont des chiffres d'une étude qui a été menée par l'ECRAM et l'INRS, donc c'est quand même important. C'est aujourd'hui, et c'est en France. Alors, pour finir, deux questions provocatrices. Si demain un mésothéliome apparaissait chez un homme, je pense qu'on sera assez mal, globalement, parce qu'on ne peut pas l'exclure. Vous voyez les concentrations qu'on a mesurées. Alors, ce qu'on peut se dire aussi, mais... très franchement, ce n'est pas mon point de vue. La durée de latence du cancer de la plèvre, du mésothéliome, c'est 30 à 50 ans. Donc on va se dire, oh, c'est pas pour nous, c'est pour nos successeurs. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne raison, quoi, hein. Donc ça, c'était la première question un peu provocatrice que je voulais poser. Et puis la deuxième, c'est si demain, le gouvernement, parce qu'il n'y a quand même que lui qui en a la possibilité, ou l'Europe, décidait d'interdire les fibres céramiques réfractaires, à votre avis, combien de temps faudrait-il aux industriels pour mettre au point des fibres de substitution non biopersistantes?
Ceux qui me répondront moins d'une semaine ont probablement tort, mais ceux qui me répondront plus d'un an ont sûrement tort. En guise de conclusion, et ça aussi je le pique à Olivier Godard, c'est une attitude de pessimisme méthodologique dans l'exploration des possibles, sans cependant considérer toutes les hypothèses de la même manière. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer qu'on fait dans l'institution prévention, mais aussi côté ministère du Travail, hein, ça j'en doute pas. Le pessimisme, des fois, c'est un petit peu lourd à porter. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel Herry. Nous allons donc donner maintenant la parole à Jacques Lochard, donc directeur du Centre d'évaluation et de protection dans le domaine nucléaire. Et donc, comme d'habitude, vous pourrez faire des commentaires ou poser des questions à nos intervenants après l'intervention de Jacques Lochard. À tout de suite. Et pour la faire passer, c'est juste celle-là. Ouais, attends, je te le mets. Ah bon La première. C'est pas la première, ça? Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Compte tenu du temps qui passe, je vais aller tout de suite à l'essentiel. Et peut-être c'est un peu inattendu pour vous d'entendre parler de précautions par rapport au problème de la radioactivité, au problème du risque radiologique. Je vais vous parler comment finalement le principe de précaution a émergé dans les années 50, quand il est devenu évident qu'il était nécessaire de prendre un ensemble de mesures pour éviter d'éventuelles surprises dans l'avenir. Alors en fait, je vais repartir depuis le début de la radioprotection. La radioprotection, c'est très simplement la protection contre les dangers potentiels des rayonnements ionisants. Les rayonnements, c'est ce qui est émis par la radioactivité, c'est aussi les rayons X dans le domaine médical. C'est toujours un peu difficile de parler de ce sujet sans entrer dans la technique et en restant dans un vocabulaire le plus accessible, le plus simple possible. Parce qu'en fait, c'est un domaine qui est resté qui est toujours resté dans les mains des experts, qui ont donc développé leur jargon, ils se comprennent entre eux, mais c'est souvent compliqué d'engager un dialogue avec tout un chacun, puisqu'en fait, on utilise des termes qui ne sont pas d'appréhension évidente. Donc en fait, d'ailleurs, appeler ça le risque radiologique, c'est déjà un problème parce qu'on imagine la radiologie, pour vous, c'est d'abord les rayons à l'hôpital quand on va faire une radio, alors qu'en fait, sous le vocable risque radiologique, on englobe tout ce qui est rayonnement ionisant, c'est-à-dire tout ce qui est rayonnement provenant de la radioactivité. Alors, la radioprotection, elle a commencé pratiquement en même temps que la découverte de la radioactivité et des rayons X, qui était à peu près concomitante à la fin du XIXe siècle. Et assez rapidement, ceux qui manipulaient les rayons X, c'est-à-dire les médecins, et ceux qui manipulaient la radioactivité, plutôt les chercheurs qui découvraient le radium, c'est que si on ne prend pas de précaution avec cette radioactivité, avec ces rayonnements, eh bien, on voit apparaître des effets qu'on a appelés effets déterministes, parce qu'en fait, ce sont des effets, on pourrait les appeler aussi des effets fonctionnels. Ce sont des effets qui apparaissent quand on atteint un certain niveau d'exposition. Donc en fait, les premières manifestations avec les rayonnements, c'est qu'il y a un rougissement de la peau, comme une brûlure. Et puis, si le rayonnement est plus intense, ça peut aller sur une brûlure plus profonde. Et puis, si on arrive à des expositions extrêmement importantes, eh bien, ça peut tuer en quelques jours. Donc, en fait, assez rapidement, ceux qui manipulent les rayons X et qui manipulent la radioactivité mettent en évidence ces effets. Et assez rapidement, ils arrivent à mesurer, disons, à quantifier les niveaux d'exposition
à partir desquels apparaissent ces effets. Ou, à l'inverse, à partir de quel niveau on ne voit plus apparaître ces effets. Donc, dans une vision classique de prévention, il suffit de fixer des limites d'exposition en dessous de ces seuils d'apparition qui dépendent de la biologie de l'homme. Donc on fixe des limites d'exposition en dessous desquelles on ne verra pas apparaître ces effets. On l'appelle dans le jargon des doses maximales tolérées ou tolérables. Donc, et pratiquement jusque dans les années 50, c'était les seuls effets qui étaient reconnus. Il faut quand même signaler qu'il y avait eu quelques publications scientifiques, dans des journaux scientifiques, qui mettaient en évidence, il y avait des signaux sur le fait que, éventuellement, les rayonnements pouvaient aussi induire des leucémies. C'est-à-dire qu'en fait, les radiologues qui utilisaient beaucoup qui manipulaient les rayons X de façon quotidienne, à un moment donné, se sont rendus compte que finalement, il y avait pas mal de leucémies dans la profession. Alors, il n'y avait pas les moyens statistiques de l'époque, c'était une impression. Alors, certains d'entre eux ont commencé à essayer d'utiliser les annuaires professionnels et puis essayer de repérer un peu. Et progressivement, on a vu émerger cette idée que finalement, l'utilisation des rayonnements, au-delà de ces effets qui étaient absolument bien, ces effets déterministes qui étaient absolument bien identifiés, il y avait peut-être d'autres problèmes. Il y avait aussi l'idée que peut-être il y avait des effets génétiques. Certains chercheurs avaient exposé de façon importante des drosophiles, des mouches, et ils avaient vu qu'il y avait la possibilité de les faire muter. Donc, il y a un signal. Ça se passe dans les années 40. Fin des années 30, début des années 40. D'un seul coup, arrive quelque chose qui vient perturber un peu le paysage. Alors, à partir du moment où il y a un doute qui s'installe sur le fait qu'au-delà des effets déterministes, il y aurait peut-être d'autres effets qu'on a appelés d'ailleurs, dans le jargon des effets stochastiques, c'est-à-dire des effets statistiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils apparaissent au hasard parmi les populations exposées. C'est-à-dire que si je prends les radiologues, et des radiologues qui ont à peu près les mêmes pratiques, il y en a certains qui développent une leucémie, d'autres qui ne la développent pas. Donc ce sont des effets qui se développent de façon statistique ou stochastique, pour utiliser un terme encore plus ésotérique. Et alors, à partir du moment où on a des doutes sur le fait qu'au-delà des effets déterministes, il y a d'autres effets, eh bien, la première chose, c'est que le maintien des expositions en dessous d'une limite n'est plus une garantie d'absence de risque. Donc voilà tout un schéma de pensée qui s'écroule, puisqu'avant, le monde était simple. Il suffisait de maintenir les expositions en dessous d'un certain niveau et on ne voyait pas apparaître les effets. Maintenant, on n'a plus cette garantie-là. Il y a finalement, il y a une autre idée qui émerge assez rapidement, c'est celle que la prise de risque n'est justifiée que s'il existe un bénéfice en retour. Et on peut aussi se poser les questions suivantes. Dès lors qu'une activité est justifiée, c'est-à-dire qu'une activité qui utilise qui induit des rayonnements, quand bien même elle est utile, dès lors qu'on n'a plus de limite, jusqu'où faut-il réduire le risque, ou jusqu'où faut-il abaisser la limite? Sur quelle base on va se fixer? Comment, si vraiment on tient à l'activité parce qu'elle est très utile, personne ne discute l'utilité des rayons X, par exemple en médecine, comment ne pas compromettre la survie de l'activité si on considère qu'elle apporte un bénéfice pour la société? Enfin, ce sont des questions que M. Herry a dit à sa façon, ce sont les mêmes problèmes. Sur quels critères peut-on fonder les décisions en matière de radioprotection? À partir du moment où on n'a plus de repères clairs sur un seuil à partir duquel il y a un problème, sur quels critères se fonde-t-on pour protéger les personnes? Alors c'est là que c'est intéressant de repartir dans l'histoire, parce que, en fait, c'est en 1959 que attendez, là, il y a un petit problème.
Oui, il y a un transparent qui a disparu. Enfin bon, c'est pas grave. Au niveau historique, ce que je voulais mentionner, en fait, il y a un transparent qui a disparu qui s'appelait le premier pas de la précaution. Parce qu'en fait, dans le domaine de la protection radiologique, il existe une commission internationale qui émet des recommandations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette commission, dès 1955, sur la base de ces premiers éléments qui avaient été identifiés, c'est la possibilité qu'il y ait des leucémies, la possibilité qu'il y ait des effets génétiques, a édicté a proposé la recommandation suivante. Compte tenu, je vous lis, puisque malheureusement il n'y a plus le support, compte tenu des preuves incomplètes sur lesquelles reposent les valeurs et de la connaissance que certains effets des rayonnements sont irréversibles, il y a une idée d'irréversibilité, et peuvent se cumuler, il est fortement recommandé de tout mettre en œuvre pour réduire le plus bas possible l'exposition à tous les types de rayonnements ionisants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement au niveau international, disons les experts ou ceux qui s'occupent de ces questions de radioprotection, ont suffisamment d'éléments pour penser qu'il y a des problèmes, ils disent finalement, en l'absence de preuves complètes, compte tenu que ça peut être des effets ce sont des effets qui sont irréversibles, le cancer, une fois que le cancer est déclaré, surtout à l'époque, c'était absolument irréversible, et bien dans ce cas-là, compte tenu de cette situation, il faut réduire les expositions le plus bas possible. Donc il y a l'idée là d'aller vers zéro, le plus bas possible. Et puis au passage, la commission exprimait quelque chose de fort en disant qu'elle révisera les doses admissibles pour protéger les gens au fur et à mesure que de nouvelles informations parviendront. Vous voyez, là il y a l'idée que finalement on va s'en remettre à la production des connaissances et que éventuellement les choses vont évoluer en même temps que les connaissances scientifiques. Alors, je reprends le fil. Donc, je vous ai dit, c'est en 55. Donc, vous voyez, ça remonte à un demi-siècle. En 59, je vais un peu dans les détails parce que ça montre la mécanique de la précaution. Ça illustre bien comment ça fonctionne, la précaution. En 1955, donc, vous voyez, seulement 4 ans après le pas, ce que j'appelle le pas de précaution, le moment où l'on dit, attendez, il y a des doutes, là, il faut agir avec prudence. En 59, la Commission internationale va un peu plus loin puisqu'elle dit l'attitude la plus prudente serait d'admettre qu'il n'y ait ni seuil ni restauration. Parce qu'en fait, la question c'est, puisqu'il y a des seuils pour les fameux effets déterministes, puisque par exemple la brûlure, en dessous d'un certain niveau, les brûlures n'arrivent pas. Bon, est-ce que pour ces effets de type leucémie, est-ce qu'il n'y aurait-il pas non plus un seuil ? C'est le doute, personne n'est capable de dire à l'époque s'il y a un seuil ou il n'y en a pas. Eh bien donc, la position qui est prise par cette commission, c'est de dire on va admettre qu'il n'y a ni seuil et qu'il n'y a pas de phénomène de restauration. Parce que certains pouvaient dire aussi, oui, mais attention, si c'est faible, il y a peut-être des mécanismes de réparation, de régénération, et sans que ça pose peut-être pas de problème. Eh bien, c'est vraiment de dire, non, nous allons faire comme s'il n'y a pas de seuil et pas de restauration. Auquel cas, même de faibles doses accumulées pourraient induire une leucémie chez certains individus prédisposés, et l'incidence pourrait être proportionnelle à la dose cumulée. Et donc là, l'idée, c'est de dire, eh bien, le risque de développer une leucémie, grosso modo, il va être proportionnel à l'exposition. Plus l'exposition sera importante, plus le risque sera important. Et alors là, il y a une recommandation qui est... la première recommandation, c'était de dire on descend le plus bas possible. Et certains l'ont interprété en disant le plus bas possible, c'est 0. Et si on n'arrive pas à 0, on arrête les activités. Là, il y a déjà quelque chose qui arrive d'intéressant, c'est de dire on essaye de maintenir les doses aussi bas qu'il est praticable. Et on introduit l'idée d'éviter toute exposition inutile. Donc c'est de faire intervenir cette idée de s'il n'y a pas de bénéfice, donc si les doses sont inutiles, elles n'apportent rien, il faut les supprimer. Par contre, si elles sont utiles, entre guillemets, c'est-à-dire que par ailleurs, ça résulte d'activités qui par ailleurs apportent un bénéfice, dans ce cas-là, il faut descendre aussi bas qu'il est praticable. Ce n'est pas le plus bas possible, c'est aussi bas qu'il est praticable. Alors l'étape suivante, c'est en 1965, c'est intéressant, parce que là, vous voyez, ça se précipite. C'est pas, on n'attend pas 10 ans ou 15 ans, c'est quelques années.
Là, on va un peu plus loin, parce que il y a l'idée d'essayer de quantifier, d'apporter un élément de quantification dans ce système qui est en train de se mettre en place, qui consiste à dire, grosso modo, on va dire que le risque est proportionnel au niveau d'exposition, on va dire qu'il n'y a pas de seuil tant qu'on n'a pas démontré qu'il existe, on va dire qu'il n'y a pas de mécanisme de réparation, donc on va jouer la prudence, et puis on va essayer de maintenir les expositions le plus bas qu'il est praticable. Alors on va un peu plus loin, et c'est lié au fait que, à partir des années 60, on commence à avoir des données épidémiologiques, c'est-à-dire on a observé statistiquement ce qui se passe entre des populations qui ont été exposées au rayonnement et des populations qui n'ont pas été exposées au rayonnement, et on commence à pouvoir quantifier, de manière certes grossière, mais on commence à pouvoir quantifier l'effet des expositions. Et donc là, on propose une relation dose-effet, c'est-à-dire on essaye de quantifier la relation qui existe entre le niveau d'exposition, ou la dose, et l'effet, c'est-à-dire là, le développement d'une pathologie de type cancer, par exemple, comme la leucémie. Donc, en 65, il y a suffisamment d'éléments scientifiques pour dire qu'une relation peut être établie pour des doses supérieures à 100 rad. Je vous passe les unités, ça, c'est pas très important. Mais il reste toujours une ignorance sur l'existence d'une dose seuil. Et alors c'est intéressant de voir comment la Commission internationale propose de nouvelles recommandations. Elle dit en raison du manque de connaissances, donc on est toujours sur la question de l'incertitude, sur la nature de la relation dose-effet. Donc vous voyez, là il y a un glissement. Maintenant, c'est le manque de connaissances sur la relation entre le niveau d'exposition et les effets. La Commission ne voit pas, pour la protection contre les rayonnements, d'autres solutions pratiques. C'est intéressant, on est d'un côté les connaissances scientifiques, de l'autre côté l'action pratique, que d'admettre une relation linéaire entre la dose et l'effet, ainsi qu'une action cumulative des doses. Donc, en pratique, ce qui est simple, c'est de dire, je vais avoir une relation linéaire, c'est-à-dire que si je double l'exposition, je double le risque. C'est ça la linéarité. Parce que toute autre relation du type si je suis à tel niveau, le risque est de temps, si j'augmente par 2, le risque est peut-être augmenté uniquement par 1,5, et puis ensuite si j'augmente encore de 2, ça sera par 3. Je veux dire, là on ne peut plus gérer. Ça devient extrêmement compliqué. Donc, par un souci pratique de simplification, eh bien on va dire plus le risque augmente, plus les effets augmentent de manière proportionnelle. Et les recommandations sont exprimées à l'époque de la manière suivante: éviter toute exposition inutile. On garde bien cette idée de si l'exposition n'apporte pas de bénéfice, enfin si l'activité qui induit les expositions n'apporte pas de bénéfice sur le plan social, il faut l'arrêter, grosso modo, et maintenir les doses aussi bas qu'il est aisément possible. Alors, vous voyez, le praticable devient maintenant le aisément possible. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui arrive dans le paysage, c'est compte tenu des considérations économiques et sociales. Parce qu'évidemment, derrière tout ça, la mise en œuvre de la précaution, c'est aussi la question de dire où je m'arrête en termes de réduction. J'ai un doute sur les effets, je me dis plus il y a des expositions, plus il y a d'effets, donc je vais avoir tendance à réduire le plus possible l'exposition pour avoir le moins possible d'effets, mais pour réduire, il faut mettre en place des systèmes de protection, il faut faire des blindages contre les rayonnements ionisants, il faut prendre tout un ensemble de mesures techniques, organisationnelles, et tout ça, ça coûte cher. Et il y a un moment donné, on l'a évoqué avec M. Herry, l'a évoqué aussi, il y a un moment donné où économiquement, ça n'a plus d'intérêt, l'activité perd de son intérêt. Et donc, on voit bien qu'au niveau de la recommandation, on va mettre en balance le niveau de risque, d'un côté, on va essayer d'aller le plus bas possible, mais il faut quand même tenir compte des aspects économiques et des considérations sociales. Là, c'est resté très vague pendant très longtemps. Par contre, tout le monde s'est focalisé sur la partie la partie économique. Alors, ce qui est intéressant, ça a été évoqué tout à l'heure, la notion de veille. Eh bien, à partir des années 50, disons 50-60, vous voyez, où finalement la précaution, le système de précaution s'est mis en place pour la radioprotection,
De manière concomitante, en même temps, il y a la mise en place d'une recherche et d'une veille scientifique pour essayer de mieux saisir quelle est la relation entre les expositions et les effets. Et ça, c'est international. Il y a une production, enfin une démarche de recherche tout azimut au niveau international pour essayer de mieux comprendre la relation entre l'exposition au rayonnement et les effets sur la santé. Dans 2 domaines. Alors on explore le champ par 2 voies possibles. La voie de la radiobiologie, c'est-à-dire l'effet des rayonnements sur la cellule, sur le vivant. Donc là, on est au niveau microscopique. On essaye, en explorant l'interaction entre le rayonnement et la matière vivante, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que il y a possibilité de détecter des mécanismes et de voir en particulier, alors progressivement on a mis en place le fait qu'il y avait de la casse, bien entendu, si un rayonnement passe dans la matière vivante, il fait des dégâts, mais qu'il y avait aussi tout un ensemble de mécanismes de réparation, ce qui n'est pas étonnant puisqu'en fait l'homme est soumis à des rayonnements en permanence qui viennent qui sont des rayonnements cosmiques ou des rayonnements de la Terre, et que donc le matériau humain, si j'ose dire, s'est constitué en se défendant contre une agression permanente. Là, en ce moment, nous recevons des rayonnements en permanence. Donc, on a découvert aussi qu'il y avait des mécanismes de réparation. Donc ça, c'est le côté, l'aspect l'approche microscopique. Et il y a une approche macroscopique qui est l'épidémiologie, où là, on regarde des populations qui ont été exposées et des populations un peu de même nature mais qui n'ont pas été exposées. On compare. Alors il faut étudier ça, il faut suivre ces populations pendant de nombreuses années. Puis progressivement, on peut mettre en évidence le fait que parmi les populations exposées, il y a plus d'effets sanitaires que dans d'autres, que dans les populations qui sont non exposées. Alors, il faut savoir que dans le domaine de la radioprotection, la population qui a servi de référentiel pour mettre en évidence les effets, c'est les populations d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont subi les rayonnements dus à l'explosion des bombes atomiques. Et donc, au fil du temps, ces populations sont suivies depuis l'époque, juste depuis l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, et au fil du temps, avec le recul, l'observation fine de ce qui se passe dans cette population qui a été exposée et comparée à la population japonaise moyenne, on arrive à mettre en évidence donc des différences en incidence de différents types de cancers. Et c'est comme ça qu'on a une observation macroscopique des effets. Et en fait, les scientifiques cherchent à établir des connexions logiques entre ce qu'ils observent au niveau microscopique et ce qu'ils observent au niveau macroscopique. Alors finalement, tout cet effort de recherche qui dure depuis un demi-siècle, il a permis de restreindre de façon très importante le champ de l'incertitude. Très schématiquement, parce qu'il faudrait aller beaucoup plus dans la nuance, mais disons que l'idée d'une proportionnalité entre l'exposition et le risque a été confirmée, même à des niveaux de doses très faibles, et que d'un point de vue de l'épidémiologie, c'est-à-dire de l'observation des populations qui ont été exposées, on a montré que finalement, dans un premier temps, on ne voyait que des choses significatives sur le plan statistique, je ne rentre pas dans les détails, mais qui étaient à des niveaux d'exposition extrêmement importants, c'est-à-dire plus de 1000 fois le fond naturel dans lequel on vit. Et puis vous voyez qu'au fil du temps, de décennie en décennie, le seuil à partir duquel on voyait de manière évidente sur le plan statistique qu'il y avait des différences, s'est abaissé pour maintenant être à 1/10 de ce qui était la situation au début des années 60. Alors, à partir... Là, c'est pour fixer le fond sur lequel se construit la gestion du risque, pour la gestion de la radioprotection, la gestion des rayonnements ionisants. Donc, à partir de cette construction que j'ai essayé de mettre en évidence, là, je vais aller un peu plus rapidement,
il y a eu le développement de ce qu'on pourrait appeler une philosophie de l'action pour essayer de gérer le risque de façon responsable. Et ce qui est intéressant, je fais une petite parenthèse, ce type de démarche est adopté dans tous les domaines où il y a des risques liés au rayonnement ionisant, que ce soit dans le domaine de la recherche. Là, certes, les niveaux d'exposition sont faibles. Il s'agit de manipulation de radioactivité en petite quantité pour les besoins de la recherche. Mais dans le domaine de l'industrie, là, il peut y avoir des sources extrêmement importantes. Dans le domaine nucléaire, bien entendu, et dans le domaine médical. L'ensemble des principes que je vais énoncer maintenant s'appliquent dans tous ces domaines. Il n'y a pas de distinction à quelques petites nuances près qui ne sont pas très importantes. Alors, il y a 3 principes qui, petit à petit, ont émergé pour, grosso modo, structurer l'action sur le terrain en ayant en tête l'idée qu'il faut agir de manière prudente avec les principes que j'ai essayé de mettre en évidence avant. Donc il y a un premier principe qui s'appelle, alors ça c'est ce que j'appelais un peu tout à l'heure le jargon des spécialistes. Donc, pour se reconnaître, ils ont dit il y a le principe de justification. Bon, on voit empiriquement assez bien ce que ça veut dire, c'est que on ne va s'engager dans une activité que si on considère qu'il y a un bénéfice social et que le risque qui est attaché à cette activité est largement dominé par le bénéfice social. Et donc, le premier principe, c'est qu'on évite toute exposition inutile ou non justifiée par rapport à un bénéfice. Le deuxième principe, c'est de dire, alors dans le jargon, on l'appelle l'optimisation de la radioprotection. Là, c'est une connotation économique. Je vais y revenir parce que c'est un principe extrêmement intéressant et je vais le développer un petit peu plus. L'idée de ce principe, c'est de maintenir les expositions aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des considérations économiques et sociales. On reprend le principe qui était à peu près fixé à la fin des années 60. C'est intéressant que le aussi bas que possible, qui était devenu aussi bas qu'il est praticable, et puis ensuite aisément atteignable, s'appelle maintenant raisonnable. Alors là, il y a une question, qu'est-ce que c'est que le raisonnable ? Et compte tenu des considérations économiques et sociales, ça n'a pas bougé. Et puis il y a un troisième principe, mais qui joue évidemment plus sur le plan réglementaire, la limitation des expositions individuelles, c'est que malgré le fait que de toute façon le principe fondamental, c'est celui de réduire les expositions aussi bas qu'il est raisonnablement possible, on maintient des limites en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais dépasser les limites. Alors il y a les vieilles limites des effets déterministes du départ, et entre-temps on a introduit de nouvelles limites pour les effets, pour les effets de type cancer. Alors, la gestion comment ça s'est mis en place de manière pratique ? En fait, c'est une élaboration progressive de méthodes, de procédures, qui sont inspirées par l'analyse économique, en particulier l'idée de faire la balance entre ce que ça coûte et les bénéfices qu'on peut en attendre. Ici, les bénéfices, c'est la réduction du risque. Et ça a conduit à l'adoption de ce principe dit d'optimisation, parce qu'en économie, on cherche toujours à optimiser, à tirer le meilleur parti d'une situation. Je passe rapidement. La formulation la plus récente, c'est quand même, il y a un point intéressant, c'est maintenir le niveau des expositions individuelles et le nombre de personnes exposées. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'avais dit maintenir les expositions aussi bas que raisonnablement. Là, c'est maintenir le niveau des expositions individuelles de chaque individu et le nombre de personnes exposées. Parce qu'il y a un risque avec la radioactivité, c'est celui de la dilution. C'est de dire on va baisser pour tout le monde, et on va répartir sur un grand nombre. Donc en fait, il y a une question d'équité, là, il y a une question à la fois de protéger sur le plan individuel et à la fois de protéger sur le plan social. Avec cette idée de précaution que petite dose sur une grande population, c'est peut-être un problème. Alors, en pratique, le principe d'optimisation, c'est essayer de trouver un compromis entre, évidemment, le souci d'éviter les doses inutiles, de maintenir les expositions le plus bas possible, de rechercher une allocation efficace des ressources de protection, c'est de dire, les moyens pour faire la protection ne sont pas illimités, donc essayons de les utiliser de la manière la plus efficace possible, et de maintenir l'équité
dans la distribution des expositions individuelles, c'est-à-dire le fait que si vous avez une source d'exposition, les expositions ne sont pas distribuées de manière égale pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres. Et ce qui est important aussi, c'est de voir cette distribution. Ne pas développer des activités dans lesquelles vous auriez la grande majorité des personnes qui recevraient finalement des doses relativement faibles, voire triviales, et puis par exemple quelques groupes recevant des doses extrêmement importantes. Donc il y a l'idée de tenir compte de la distribution des expositions dans les populations exposées. Et puis évidemment, c'est de tenir compte des caractéristiques de chaque situation d'exposition sur le plan technique, économique et social. Chaque situation est différente. En fait, cette démarche dite d'optimisation, c'est une démarche au cas par cas. C'est une approche qui implique d'anticiper les situations et pour chaque situation de se poser la question: est-ce que les expositions sont vraiment utiles? Est-ce qu'il n'y a pas des expositions que je peux supprimer parce qu'elles n'apportent strictement rien? Il n'y a pas de bénéfice en échange. Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir les expositions le plus bas possible? Est-ce que j'utilise au mieux l'argent disponible? Est-ce qu'avec l'argent disponible pour pouvoir faire de la protection, il n'y aurait pas moyen d'aller encore plus bas? Enfin voilà toutes les questions qu'on se pose de manière pratique. Alors, pour que ça marche aussi sur le terrain, qu'il s'agisse de la protection des travailleurs, qu'il s'agisse de la protection du public en général, il faut que les acteurs qui interviennent dans la protection, dans la radioprotection, déjà soient conscients du risque. Il faut savoir quel type de risque existe, que ce risque, il n'y a pas de seuil. Donc, il convient d'essayer de maintenir les expositions le plus bas possible. Il faut avoir ce qu'on pourrait appeler une culture pratique de radioprotection, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, qu'est-ce qui protège bien, dans telle situation, etc. Il y a aussi des méthodes d'aide à la décision, parce qu'il y a des situations qui sont très compliquées. Bon, tout ça, c'est un peu aller dans des détails un peu loin, mais c'est pour vous montrer que mettre en pratique la gestion de la radioprotection, c'est un vaste champ qui va depuis une bonne connaissance des choses jusqu'à la mise en place d'outils un peu sophistiqués pour évaluer des actions de protection alternatives, voir celles qui seraient les plus efficaces. Quand vous avez énormément de facteurs qui entrent en jeu, c'est très difficile de faire ça de manière intuitive. Il y a l'idée sous-jacente là derrière d'essayer de quantifier les situations et d'essayer par des méthodes un peu rationnelles de trouver les bons moyens la bonne protection. Alors évidemment, tout ça, ça implique une organisation sociale. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faut une réglementation. Il faut savoir que ce principe d'optimisation que je viens de vous exprimer, c'est la base de la réglementation en France, qu'il s'agisse de la protection des travailleurs, la protection de la population ou la protection dans le domaine médical. Donc il faut une réglementation. Qui dit une réglementation dit une autorité pour vérifier que la réglementation est mise en œuvre. Il y a une autorité centrale en France qui s'occupe de la protection contre les rayonnements ionisants. Il faut aussi un expert de type agence. Alors en France, l'autorité, c'est la DGSNR, la Direction générale de la sûreté et de la radioprotection nucléaire. Dans l'expert en France, c'est l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et puis, il y a d'autres organisations. Donc, à la fois, il y a une organisation sociale, et puis, il y a un engagement individuel de tous les acteurs, les travailleurs sur le terrain, les associations autour des installations. Enfin, chacun doit jouer son rôle pour que, globalement, le système tienne. Alors, pour conclure, on pourrait caractériser cette démarche de précaution qui s'est progressivement mise en place dans le domaine des rayonnements ionisants comme une démarche pour partager la vigilance, parce que c'est vraiment une démarche de vigilance. Ça va depuis la veille scientifique permanente, au niveau des connaissances, que sur le terrain, le fait de toujours se poser cette question: est-ce que les expositions je vais faire quelque chose, je vais développer une activité, je vais m'engager dans une opération, dans une installation. Est-ce que les doses qui vont être reçues sont utiles ou pas utiles? Est-ce qu'elles sont inévitables, en d'autres termes? Est-ce que je vais bien mettre en œuvre une protection telle que les niveaux d'exposition seront aussi bas qu'il est raisonnablement possible? Donc c'est une approche de vigilance anticipatrice.
On n'attend pas on ne fait pas les choses, puis ensuite de se retourner en se disant, bon, est-ce qu'on l'a bien fait ou mal fait? C'est d'essayer d'avoir une approche anticipatrice. Et donc, finalement, c'est d'essayer d'agir de manière responsable. Donc, c'est une façon de caractériser la démarche de l'optimisation, donc, d'une certaine manière, la mise en œuvre pratique de la précaution. Avoir une démarche précautionneuse, c'est être vigilant et responsable par rapport à la situation. Alors, juste pour terminer, un point, c'est que vous l'avez peut-être repéré, il y a eu la tentation, rétrospectivement, on peut peut-être dire que c'est une tentation, mais à l'époque, il y a eu le désir très fort de pouvoir s'appuyer sur une rationalité qui pouvait être partagée par le plus grand nombre. Et dans les années 70, c'était la rationalité économique. C'était de dire, on va essayer rationnellement de mettre les risques d'un côté, ce que ça coûte pour les réduire, et puis de trouver la bonne balance. Et puis, finalement, l'expérience a montré qu'il était impossible de trouver un critère qui puisse satisfaire tout le monde. Et qu'en fait, la démarche d'optimisation, c'était beaucoup plus une démarche qui impliquait la délibération entre ceux qui sont impliqués, une délibération entre les acteurs, que ce soit dans le milieu du travail, une délibération entre le responsable de l'activité, les services techniques, les syndicats, éventuellement les travailleurs. C'est la délibération, de même la protection autour d'une installation, la protection des populations autour d'une installation, ce n'est pas une équation économique. C'est une délibération, une concertation, un dialogue entre les acteurs, les pouvoirs publics, les autorités locales, les associations de protection de l'environnement, les opérateurs, qui implique que l'ensemble des dimensions soient prises en compte. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dès lors qu'on prend un risque et on essaye de gérer ce risque, on se focalise sur le risque et on tend à réduire toute l'activité au risque qui y est attaché. Or, en fait, toute la difficulté, c'est finalement de maintenir ces fameuses considérations économiques et sociales, c'est-à-dire, c'est de dire, oui, il y a un risque, mais ce risque, il est attaché à une activité. Cette activité se pose la question de sa justification. Si elle est justifiée, dans quelles conditions elle va fonctionner sur le plan économique, quels sont les acteurs, la dimension sociale, ce sont les emplois, il y a tout un ensemble de facteurs. Et la délibération sur le risque, finalement, on s'aperçoit qu'elle n'a de sens que si on arrive à restaurer tous ces facteurs pour prendre des décisions. Si on se focalise uniquement sur le niveau de risque, je veux dire, on arrive très facilement à des situations de blocage, parce que si on me dit quel est le risque que tu es prêt à prendre, ben, je dis aucun. C'est normal. Si on me dit quel est le risque, si on me dit voilà, il y a telle activité, est-ce que tu as envie de faire de cette activité et il y a un risque qui est attaché à cette activité, je vais commencer à réfléchir, à mettre en balance un ensemble de facteurs. Bon, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si tout ça était très, très, très clair, parce que c'est un domaine qui reste un petit peu à part dans le monde dans le monde de la gestion des risques. Il n'y a pas une très très longue tradition de transparence dans le domaine. Ça commence seulement depuis quelques années à s'ouvrir, et donc j'espère que ça vous a apporté quelques éléments. Merci de votre attention.